Ils ont dit, mon père ne m'a laissé que des dettes. 30 jours pour payer ou tout perdre. Mais Rusty n'arrêtait pas de creuser. 3 jours d'affilée, le berger allemand avait gratté au même endroit à l'étage de la grange, ses griffes raclant de vieilles planches de bois avec une persistance mécanique. Chaque fois que Dakota Reeves le retirait, le chien revenait en quelques minutes, gémissant et grattant des planches qui semblaient identiques à toutes les autres planches de la structure centenaire. Dakota s'essuya la sueur de son front et vérifia son téléphone. Un autre appel manqué de Vernon Shaw à First National Bank. L'avis de saisie était posé sur sa table de cuisine, ainsi que des factures médicales qu'il mettrait une vie à payer. Les derniers mois de son père avaient coûté plus cher que ce que le ranch gagnait en 5 ans. Le message vocal de Shaw était direct. Dernier avis, Dakota. La politique de la banque exige le règlement dans les 30 jours, faute de quoi nous procéderons à la saisie des actifs. Rappelez-moi. Le ranch de la famille Reeves avait survécu à 4 générations, 2 sécheresses et une tornade qui avaient rasé la moitié du comté. Maintenant, il était sur le point de disparaître parce que son père avait apparemment passé ces dernières années à se noyer dans les dettes au lieu de gérer la propriété. Du moins, c'est ce que montraient les papiers. Les aboiements de Rusty résonnèrent à nouveau de la grange, plus urgents cette fois. Dakota attrapa ses gants de travail et sortit, se demandant si le chien avait finalement perdu la tête. Quand il grimpa à l'échelle de bois jusqu'à l'étage de la grange, Rusty était toujours concentré sur la même section de planche, creusant maintenant avec ses 2 pattes avant, comme si sa vie dépendait de l'atteinte de ce qui se trouvait en dessous. « Qu'est-ce qui te prend, mon garçon ?» Dakota s'agenouilla à côté du chien et examina les planchers plus attentivement. Il semblait assez solide, du bois gris patiné qui correspondait au reste de la structure, mais quelque chose semblait différent à cet endroit particulier. Le bois semblait légèrement plus récent, ou peut-être était-il simplement ajusté différemment des planches environnantes. Dakota appuya sa paume sur les planches. Elles semblaient lâches, pas pourries ou endommagées, juste pas aussi bien fixées qu'elles auraient dû l'être, presque comme si quelqu'un les avait retirées auparavant et remplacées sans obtenir un ajustement parfait. Mais c'était impossible. Son père n'avait jamais mentionné avoir fait des travaux de réparation sur le plancher de la grange. Rusty leva les yeux vers lui avec des yeux bruns intelligents et aboya une fois comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. Puis il recommença à creuser, ses griffes raclant le bois avec une détermination renouvelée. Quoi qu'il y ait là-dessous, le chien était absolument certain qu'il fallait le trouver. Dakota attrapa sa boîte à outils, son esprit s'emballant. La date limite de saisie était dans 27 jours. Shaw avait été clair, la banque n'accorderait aucun délai pour quelque raison que ce soit. Chaque heure comptait maintenant, et le voilà à poursuivre l'obsession mystérieuse de son chien pour des planches lâches. Mais alors qu'il positionnait le pied de biche entre les planches, Dakota réalisa que c'était peut-être la première fois que Rusty se trompait sur quelque chose d'important. Le chien avait retrouvé du bétail égaré, détecté des tempêtes des heures avant qu'elles ne frappent, et avait une fois mené le père de Dakota à une clôture enfonça immédiatement son museau, la queue battant frénétiquement. Le chien avait TRE cassé qui leur aurait coûté la moitié du troupeau. Si Rusty pensait que quelque chose était caché sous ses planches, peut-être valait-il la peine de passer 30 minutes à découvrir quoi. La première planche se souleva plus facilement que prévu, révélant une obscurité en dessous qui n'avait certainement pas fait partie de la construction originale de la grange. Rusty y ouvait exactement ce qu'il cherchait. Le téléphone de Dakota sonna à nouveau. Le nom de Shaw s'afficha à l'écran, mais cette fois Dakota ne répondit pas. Quelque chose lui disait que les prochaines minutes allaient changer tout ce qu'il pensait savoir sur la situation financière de son père. Dakota écarta 3 autres planches, créant une ouverture assez grande pour voir à l'intérieur. Le faisceau de la lampe de poche de son téléphone traversa l'obscurité, illuminant quelque chose qui lui coupa le souffle. Un coffre-fort en métal était niché dans un compartiment sur mesure entre les solives, enveloppé dans une toile imperméable. À côté se trouvait une épaisse enveloppe en manille avec « Dakota » écrit dessus, de la main soignée de son père. Sa main tremblait alors qu'il sortait d'abord l'enveloppe. Le papier semblait substantiel, comme s'il contenait plus qu'une simple lettre. À l'intérieur, il trouva une clé en laiton et un seul document plié. La lettre était datée de seulement 3 mois avant la mort de son père, écrite de la même écriture régulière que Dakota se souvenait des cartes d'anniversaire et des formulaires de permission scolaire. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que Rusty a fait son travail.
J'ai dressé ce chien à trouver cet endroit si quelque chose m'arrivait. Les factures que tu vois ne racontent pas toute l'histoire. J'ai dû faire croire que nous étions fauchés pour que certaines personnes ne viennent pas chercher ce qui est réellement ici. Vernon Shaw fait pression sur les éleveurs pour qu'ils vendent depuis des années, offrant des miettes en échange parce qu'il pense que nous sommes tous désespérés. Je ne pouvais pas lui faire savoir ce que vaut vraiment cette terre. Dakota lut la lettre 2 fois avant que les mots ne s'enregistrent pleinement. Son père avait intentionnellement créé l'apparence d'une ruine financière. Les factures médicales, les prêts bancaires, même l'avis de saisie pourraient tous faire partie d'une tromperie élaborée conçue pour protéger quelque chose de valeur. La lettre continuait, la clé ouvre le coffre-fort. À l'intérieur, tu trouveras la preuve que tout ce que Shaw nous a dit sur la valeur du ranch était un mensonge. Mais fais attention à qui tu confies cette information. Shaw ne travaille pas seul, et il surveille cette propriété depuis plus longtemps que tu ne le penses. Le téléphone de Dakota sonna, le sortant de sa lecture. Le nom de Vernon Shaw s'afficha. Il répondit à la 3e sonnerie, essayant de garder la voix stable. Dakota, je sais que c'est difficile, mais je dois programmer l'évaluation de la propriété pour demain matin. La banque l'exige avant que nous puissions finaliser la procédure de saisie. Je serai là vers 9 heures. En fait, Monsieur Shaw, je devrais peut-être reporter ça. Je suis en train de consulter certains papiers de mon père, et il se peut qu'il y ait des actifs que nous ayons négligés. Une longue pause. Quel genre d'actifs? Dakota baissa les yeux vers le coffre-fort, toujours non ouvert. Je ne suis pas encore sûr. Je vous rappellerai quand j'en saurai plus. La banque n'autorise généralement pas de retard une fois que le dernier avis a été émis. J'espère que vous comprenez ma position. Après avoir raccroché, Dakota inséra la clé en laiton dans la serrure du coffre-fort. Le mécanisme tourna facilement, suggérant que la boîte avait été bien entretenue malgré des années de dissimulation. Mais avant qu'il ne puisse soulever le couvercle, les oreilles de Rusty se dressèrent vers la porte principale de la grange. Des pneus de voiture crissèrent sur le gravier à l'extérieur et Dakota réalisa que l'appel de Shaw n'avait pas été une coïncidence. Dakota. La voix de Shaw montait depuis la cour de la grange. Ton camion est là, donc je sais que tu es dans le coin. Je pensais que nous devrions discuter avant l'évaluation de demain. Dakota abaissa rapidement le coffre-fort dans son endroit secret et remit une des planches en place. Shaw n'était pas censé être là avant demain. La visite non programmée du banquier signifiait qu'il soupçonnait que Dakota avait trouvé quelque chose, et il venait voir quoi avant que l'évaluation officielle ne puisse le documenter. Mais pourquoi Vernon Shaw s'intéressait-il autant à ce qu'un éleveur soi-disant fauché aurait pu cacher dans sa grange? Dakota plaça soigneusement les planches lâches sur le point de cachette, s'assurant qu'elles avaient l'air intactes. Rusty gémit doucement, sentant la tension dans l'air. Les pas de Vernon Shaw résonnèrent alors qu'il montait l'échelle jusqu'à l'étage de la grange, chaque pas délibéré et mesuré. « Tiens, te voilà !» Shaw apparut en haut de l'échelle, légèrement essoufflé, il portait sa chemise et sa cravate habituelle, complètement inappropriée pour explorer une grange, mais ses yeux balayaient l'espace avec un intérêt inhabituel. « Vous faites des réparations? C'est admirable, cependant. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation de votre temps compte tenu des circonstances. Je vérifie juste des planches lâches que Rusty a trouvées. » Dakota garda la voix ferme, se positionnant entre Shaw et le compartiment caché. « Vous avez dit que vous veniez demain. Changement de programme. Le conseil d'administration de la banque se réunit ce soir à propos de plusieurs propriétés en cours de saisie. Je voulais vous donner une dernière chance de discuter d'alternatives. » Shaw marchait lentement dans l'étage, ses chaussures chair claquant sur le vieux bois. C'est une belle vieille grange. Dommage de l'avoir démolie quand le terrain sera développé. Développé pourquoi? Oh, vous savez comment c'est de nos jours. Les terrains ruraux près de l'autoroute ont toutes sortes de potentiel. Des centres commerciaux, des entrepôts, ce genre de choses. Shaw s'arrêta près de la section où Dakota avait travaillé. Ces planches semblent avoir reçu une attention récemment. Le pouls de Dakota s'accéléra. Comme je l'ai dit, je vérifie juste les endroits lâches. La sécurité avant tout. Shaw s'agenouilla et posa sa main sur les mêmes planches que Dakota venait de remplacer. Chose curieuse avec les vieilles granges. Parfois, les gens y cachaient des objets de valeur pendant la Grande Dépression. Des objets de famille, des documents importants, des choses qu'ils ne confiaient pas aux banques.
Il leva les yeux vers Dakota avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Votre père a-t-il jamais mentionné avoir trouvé quelque chose d'intéressant lors de l'entretien? Mon père n'était pas très amateur de chasse au trésor. Dakota aida Rusty à descendre de l'échelle et commença à se diriger vers la porte de la grange. Y avait-il quelque chose de spécifique que vous deviez discuter concernant la saisie? Shaw suivit, mais continuait de regarder vers l'étage. En fait, il y a quelque chose que je devrais mentionner. La recherche de titres de la banque a révélé des irrégularités dans vos registres de propriété. Il semble que votre père ait déposé des réclamations ou des expertises supplémentaires ces dernières années qui n'ont pas été correctement enregistrées auprès du comté. Dakota arrêta de marche. Quel genre de réclamation? Expertise de droit minier. Principalement, probablement rien de significatif, mais la banque est maître Torug. Ces propriétés rurales ont parfois de vieilles réclamations qui compliquent la propriété. Je détesterais que vous soyez pris dans des complications juridiques en plus de vos difficultés financières. La façon dont Shaw l'a dit fit frissonner Dakota. Cela ressemblait moins à un conseil utile qu'à une expédition de pêche. Je ne sais rien des droits miniers. Bien sûr que non. Mais si des documents apparaissent, vous voudrez qu'ils soient correctement évalués. Certaines de ces vieilles expertises peuvent en fait augmenter considérablement la valeur de la propriété si elles sont légitimes. Shaw sortit sa carte de visite et y écrivit un numéro au dos. C'est un collègue à moi qui se spécialise dans les évaluations de droits miniers. Très discret, très approfondi. Si vous trouvez quelque chose comme ça parmi les papiers de votre père, appelez-le avant de faire quoi que ce soit d'autre. Dakota mit la carte dans sa poche sans la regarder. Je vais y penser. Bien. Maintenant, parlons de l'évaluation de demain. J'aurai besoin d'accéder à tous les bâtiments de la propriété, y compris les zones de stockage, les dépendances et tous les espaces susceptibles de contenir des actifs que nous n'avons pas encore comptabilisés. Procedure standard. Vous comprenez? Alors que Shaw repartait, Dakota réalisa que la visite non programmée du banquier n'était pas une coïncidence. Quelqu'un lui avait dit de venir chercher quelque chose de spécifique. Mais qui connaissait les actifs cachés de son père? Et pourquoi Shaw s'intéressait-il autant à la documentation sur les droits miniers? Dakota remonta à l'étage de la grange et retira soigneusement les planches. À l'intérieur de l'enveloppe, il trouva un document qui lui glaça le sang. C'était un accord de bail de droits miniers avec le nom de Shaw inscrit non pas en tant que représentant de la banque, mais en tant qu'investisseur privé, tentant d'acheter les droits pour une fraction de leur valeur réelle. Son père n'avait pas seulement caché des actifs aux créanciers. Il les protégeait de Vernon Shaw lui-même. Dakota passa la nuit à lire tous les documents de la collection cachée de son père. L'étude des droits miniers révéla des dépôts de gaz naturel valant plus de 2 millions de dollars. L'acte de propriété montrait 3 propriétés supplémentaires que son père avait achetées discrètement au fil des ans, toutes reliées au ranch principal par des conduites de gaz souterraines que Dakota n'avait jamais remarquées. Mais la découverte la plus choquante fut une série d'enregistrements de conversations téléphoniques que son père avait conservées sur un vieil enregistreur numérique. La voix de Vernon Shaw résonna clairement sur le premier enregistrement. Echo, Tom. Je sais que les temps sont durs. Les factures médicales te rongent, mais je peux te faciliter les choses. Cède-moi personnellement les droits miniers, et je m'assurerai que la banque efface tes dettes. Ton fils héritera d'une propriété propre sans complication. La réponse de son père fut calme, mais ferme. Les droits miniers restent dans ma famille. Vernon, cette terre nous appartient depuis 4 générations. Tu t'obstines sur quelque chose que ton fils ne sait même pas. Il perdra tout de toute façon quand tu ne seras plus là. Au moins, comme ça, il obtient quelque chose. Dakota obtient ce qui lui appartient, pas ce que tu penses qu'il mérite. Dakota avança rapidement plusieurs conversations similaires, chacune montrant Shaw devenir plus agressif quant à l'acquisition des droits. Le dernier enregistrement datait de seulement 2 semaines avant la mort de son père. Tom, je t'aide ici. La banque veut son argent. Si je n'obtiens pas ces droits miniers, je ne peux pas protéger ton fils de la saisie. Alors ne le protège pas. Dakota est plus fort que tu ne le penses. La force ne paie pas les prêts bancaires. Non, mais une planification intelligente, oui. Et je planifie cette conversation depuis plus longtemps que tu ne le réalises. À l'aube, Dakota chargea Rusty dans son pick-up et se rendit chez Cordelia et à sa clinique vétérinaire. Il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance.
Et Cordelia avait été la plus proche amie de son père depuis l'enfance. Sa clinique se trouvait en bordure de ville, une ferme convertie où elle soignait tout, des taureaux primés aux animaux de compagnie de la famille. Dakota, tu as l'air de ne pas avoir dormi. Cordelia sortit de la pièce arrière portant une blouse chirurgicale, ses cheveux sombres attachés en queue de cheval pratique. Elle avait des yeux verts intelligents qui ne manquaient rien. Et en ce moment, ils étaient fixés sur l'enveloppe en manille qu'il portait. J'ai trouvé quelque chose au ranch, quelque chose que mon père a caché. Il lui tendit les documents sur les droits miniers. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à comprendre ce que cela signifie légalement. Cordelia étala les papiers sur sa table d'examen, les étudiant avec la même attention méticuleuse qu'elle accordait aux radiographies. Ces expertises sont récentes. Votre père a fait appel à une société géologique professionnelle. Elle le regarda avec surprise. Dakota, si ces chiffres sont exacts, votre ranch est assis sur une fortune. Vernon Shaw le sait. Il essaie depuis des mois de convaincre mon père de céder les droits. Cela explique pourquoi il était si désireux de saisir. Il ne représente pas les intérêts de la banque. Il représente les siens. Cordelia sortit son téléphone. J'appelle mon cousin Marcus. C'est un avocat spécialisé dans les litiges sur les droits miniers. Pendant qu'elle passait l'appel, Dakota remarqua un mouvement à l'extérieur de la fenêtre de la clinique. Une berline noire s'était garée dans le parking et Vernon Shaw en sortait. Il n'était pas seul. Un homme costaud en costume chair l'accompagnait. Quelqu'un que Dakota n'avait jamais vu auparavant. Cordelia. Dakota interrompit sa conversation téléphonique. Nous avons un problème. Shaw s'approcha de la porte d'entrée de la clinique d'un pas assuré, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une visite sociale. L'étranger resta près de la voiture, bras croisés, observant le bâtiment comme s'il s'attendait à des ennuis. Cordelia rassembla rapidement les documents. Par la porte arrière maintenant, mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie arrière, Dakota entendit la voix de Shaw par la porte d'entrée. « Cordelia, je sais que le camion de Dakota est dehors. Nous voulons juste avoir une conversation amicale sur des papiers qui auraient pu disparaître. » Cordelia conduisit Dakota par la porte arrière et contourna jusqu'à l'endroit où son propre camion était garé derrière la clinique. Il pouvait entendre Shaw essayer la poignée de la porte d'entrée, puis frapper avec une persistance croissante. « Laissez-moi les documents, murmura-t-elle, glissant l'enveloppe dans sa veste. S'il vous fouille, il ne trouvera rien. Dakota aida Rusty à monter dans la benne du camion de Cordelia juste au moment où la voix de Shaw portait autour du bâtiment. Vérifiez l'arrière. Son camion est toujours là, donc ils ne sont pas allés loin. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes avant que Cordelia ne parle. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Vern et Shaw. Mon père travaillait avec lui il y a des années avant que Shaw ne travaille à la banque. C'était un spéculateur foncier privé qui avait fait sa fortune en achetant des ranchs en difficulté à bas prix, puis en les revendant à des sociétés de développement. Qu'est-ce qui a changé? Il s'est fait prendre en train de soudoyer un évaluateur du comté pour sous-évaluer les propriétés afin de pouvoir les acheter en dessous du prix du marché. Il a perdu sa licence immobilière et a dû accepter le poste à la banque pour rester en affaires. Mais il n'a jamais arrêté de chercher des angles. Le téléphone de Dakota vibra avec un message texte. « Numéro inconnu », dit-il à Cordelia, puis lut le message à voix haute. « Ton père a conservé des enregistrements de plus que de simples droits miniers. Rendez-vous à l'ancien silo à grains à midi si vous voulez les voir. Venez seul. Ça doit être un piège. Peut-être. Mais si ce n'est pas le cas ?» Dakota fixa l'écran du téléphone. « Et si mon père avait des plans de secours que j'ignore ?» Cordelia s'arrêta sur le parking d'une salle à manger à 20 km de la ville. Reflections. Shaw se présente à votre ranch pour vous poser des questions sur les expertises. Puis il vient à ma clinique à la recherche de papiers. Maintenant, quelqu'un prétend avoir plus d'enregistrements. Soit c'est Shaw qui essaie de vous attirer dans une rencontre, soit quelqu'un d'autre est au courant des actifs cachés de votre père. Le silo à grains est abandonné depuis des années. Endroit parfait pour une embuscade ou endroit parfait pour que quelqu'un cache quelque chose sans être vu. Cordelia tourna sur son siège pour lui faire face. Dakota, ton père était le planificateur le plus prudent que j'ai jamais connu. S'il a laissé une piste d'indice, il y a une raison à chacun. À l'intérieur de la salle à manger, ils commandèrent du café et étudièrent une carte du comté que Cordelia gardait dans son camion.
L'ancien silo à grains se trouvait à la frontière entre trois propriétés différentes, tout actuellement en vente par l'intermédiaire de la banque de Shaw. Regarde ça. Cordelia pointa la carte. Si quelqu'un possédait ces trois propriétés plus votre ranch, il contrôlerait l'accès à tout le champ de gaz. Shaw a essayé d'acheter plus que mes droits miniers. Il essayait d'acheter toute la région, mais il ne peut pas y arriver à moins d'obtenir votre ranch aussi. Votre propriété est juste au milieu de tout. Elle traça son doigt le long des limites des propriétés. Sans votre terrain, les autres propriétés sont sans valeur pour l'extraction de gaz. Le téléphone de Dakota sonna. Le nom de Vernon Shaw apparut à l'écran. Repons insista Cordelia. Agis comme si tu ne savais rien, Dakota. Je suis passé à la clinique pour te chercher. Cordelia a dit que tu lui avais confié des papiers pour qu'elle les garde en lieu sûr. J'aimerais jeter un œil à ces documents avant l'évaluation de demain. Quels papiers? Ne joue pas avec moi, garçon. Ton père avait plus que des dettes, et nous le savons tous les deux. La banque doit inventorier tous les actifs avant de pouvoir procéder à la saisie. J'apporterai tout ce que j'ai à la réunion de demain. Je pense qu'il serait préférable de gérer cela en privé. La banque n'a pas besoin de connaître tous les détails de la planification successorale de votre père. Après avoir raccroché, Dakota réalisa que Shaw venait de confirmer quelque chose d'important. Le banquier n'agissait pas au nom de la banque du tout. Il essayait d'empêcher la banque de connaître les droits miniers parce qu'il les voulait pour lui-même. Mais alors qu'il se préparait à quitter la salle à manger, Dakota remarqua la même berline noire de la clinique garée de l'autre côté de la rue. L'homme costaud en costume cher était assis au volant et il les observait avec des jumelles. Dakota décida de rencontrer celui qui avait envoyé le message. Contre la protestation de Cordelia, il conduisit seul jusqu'à l'ancien silo à grains abandonné, tandis qu'elle restait derrière pour contacter son cousin avocat. La structure massive en béton se dressait contre le ciel de l'après-midi, ses fenêtres brisées et des mauvaises herbes poussant à travers les fissures de la fondation. Dakota se gara derrière le bâtiment et attendit. Un pick-up arriva en sens inverse. Un vieil homme en descend, se déplaçant avec précaution mais détermination. Antoine le reconnaît comme étant Émile Dubois, qui travaillait pour son père il y a des années avant de prendre sa retraite dans une petite ferme à l'extérieur de la ville. « Ton père m'a dit de surveiller les ennuis après son départ », dit Émile sans préambule. « Quand j'ai vu la voiture de Dubois te suivre en ville, j'ai pensé qu'il était temps de te contacter. C'est toi qui as envoyé le message. »« Marc m'a demandé de garder un œil sur les choses », expliqua Antoine. Il savait que Dubois rôderait une fois l'avis d'exécution hypothécaire envoyé. Émile se pencha dans son pick-up et en sortit un sac de toile élimé. Ton père ne faisait pas confiance aux banques, surtout pas à celles de Dubois. Il m'a confié ceci pour que je le garde jusqu'à ce que tu en aies besoin. À l'intérieur du sac, Antoine découvrit ce que la lettre de son père n'avait fait qu'effleurer. Des pièces d'or. Des douzaines d'entre elles. Chacune soigneusement emballée et datée. Mais plus important encore, il trouva les actes de propriété de 3 parcelles supplémentaires que son père avait achetées discrètement au cours des 5 dernières années. Tout jouxtait le ranch principal, et tout avait été acheté par le biais de sociétés écrans pour éviter d'attirer l'attention. « Combien ça vaut » demanda Antoine, soulevant une pièce d'or. « Assez pour régler toutes les dettes de ta famille et il en restera encore. » Mais ce n'est pas le vrai trésor, Émile désigna les actes de propriété. Marc avait découvert que toute la région reposait sur des gisements de gaz naturel. Il a passé des années à racheter les terres environnantes morceau par morceau, en utilisant des noms et des sociétés différents pour que personne ne remarque le schéma. Antoine étudia les documents. Les sociétés d'écran remontaient tout à son père, mais la paperasse était assez complexe pour qu'il faille des mois à quiconque pour les lier au ranch de la famille Dubois. Pourquoi tout ce secret ? Parce que Dubois essayait de rassembler le même ensemble pour ses propres investisseurs. Ton père a découvert le plan de Dubois il y a 3 ans et a décidé de le battre à son propre jeu. Émile sortit un rapport d'études géologiques. Ceci montre que le champ de gaz naturel s'étend sous les 4 propriétés. Sans ton ranch au milieu, les 3 autres parcelles ne valent rien pour l'extraction. Mais avec les 4 propriétés sous un seul propriétaire, tu peux espérer des millions en droits miniers. Le téléphone d'Antoine vibra avec un SMS de Camille. Dubois est de retour à la clinique avec 2 hommes cette fois. Il te pose des questions et fouille le parking. Nous devons nous dépêcher.
Émile dit que son père avait un plan de secours si Dubois devenait trop agressif. Il y a un avocat dans la capitale de l'État qui détient des documents scellés depuis 2 ans. S'il t'arrive quoi que ce soit ou si Dubois essaie de forcer la saisie par des moyens illégaux, ces documents seront transmis au bureau du procureur général de l'État. Quel genre de documents? Des preuves que Dubois a utilisé sa position à la banque pour manipuler les valeurs immobilières et forcer des ventes à son groupe d'investissement privé. Ton père n'était pas le seul éleveur ciblé par Dubois, mais il a été le premier assez malin pour tout documenter. Alors qu'il chargeait le sac de toile dans le pick-up d'Antoine, Émile lui attrapa le bras. « Sois prudent à qui tu te fieras à partir de maintenant. Dubois a des gens qui surveillent, et il devient désespéré. Un homme désespéré avec des millions en jeu fera des choses qu'un banquier normal n'envisagerait pas. » Antoine retourna vers la ville, les actifs cachés de son père en sécurité dans son pick-up, mais aussi avec la réalisation croissante qu'il avait hérité plus qu'un ranch et quelques dettes. Il avait hérité d'une guerre qui couvait depuis des années, et Vernon Dubois n'allait pas abandonner sans se battre. Antoine trouva Camille qui l'attendait à sa clinique avec son cousin Marcus, un avocat à l'œil vif qui était descendu de la capitale de l'État. Les documents du sac de toile d'Émile étaient étalés sur la table d'examen comme les pièces d'un puzzle complexe qui se mettait enfin en place. « Ça change tout, » dit Marcus, étudiant les actes de propriété. Ton père a assemblé l'un des plus grands ensembles de droits miniers privés du comté. Avec les prix actuels du gaz naturel, nous parlons de flux de revenus potentiels de 8 à 10 millions sur la prochaine décennie. Antoine sentit le poids de ces chiffres. Son père ne lui avait pas seulement laissé assez d'argent pour payer ses dettes. Il lui avait laissé assez de richesses pour transformer l'avenir de toute la famille. Mais d'abord, il devait survivre aux tentatives de Vernon Dubois de le voler. Dubois devient plus agressif, rapporta Camille. Après ton départ, il est revenu avec un serrurier et a essayé d'accéder au dossier de la clinique. J'ai appelé le shérif, mais Dubois a prétendu avoir un mandat pour rechercher des biens bancaires volés. Marcus fronça les sourcils. Avait-il vraiment un mandat? Le shérif Rodriguez dit que la paperasse semblait officielle, mais quelque chose clochait. Il dit à Dubois de revenir demain avec une autorisation appropriée. Le téléphone d'Antoine sonna. Le nom de Dubois apparut à l'écran, mais cette fois, quand Antoine répondit, le ton du banquier était complètement différent. Disparu était le professionnalisme poli. Maintenant, Dubois ressemblait à un homme à bout de patience. « Je sais ce que tu as trouvé dans cette grange, Antoine. Ton père pensait être malin, mais je traque ses achats par société écran depuis 2 ans. Ces actes de propriété ne signifient rien si tu ne peux pas prouver la propriété légale. Les actes sont tous correctement enregistrés auprès du greffier du comté. La paperasse peut disparaître. Les enregistrements informatiques peuvent être corrompus. Des accidents arrivent tout le temps dans les petits bureaux de comté. » La voix de Dubois portait une menace indéniable. « Mais nous n'avons pas à aller dans cette direction. Je suis prêt à t'offrir un règlement équitable. 200 000 pour les droits miniers des 4 propriétés. C'est plus qu'assez pour couvrir tes dettes et te donner un nouveau départ ailleurs. » Antoine regarda Marcus, qui secouait vigoureusement la tête. L'avocat écrivit rapidement sur un morceau de papier. « Vaut 50 fois ce montant. »« J'aurai besoin de temps pour y réfléchir, » dit Antoine. « Le temps est quelque chose que tu n'as pas. L'audience de saisie est prévue pour demain matin. Et j'ai déjà déposé la paperasse auprès du tribunal. À moins que tu n'acceptes mon offre ce soir, tu perdras tout de toute façon. » Après que Dubois eut raccroché, Marcus expliqua la réalité juridique. Il ment sur la date de l'audience. Les procédures de saisie exigent un préavis de 30 jours, et tu n'as eu la propriété que depuis 1 semaine après la mort de ton père. Mais il a raison, la paperasse peut disparaître s'il a des gens aux bons endroits. Que faisons-nous? Nous passons à l'action. Je retourne à la capitale ce soir pour déposer des injonctions d'urgence auprès du tribunal de l'État. Cela gèlera toute action de saisie et lancera une enquête sur les pratiques commerciales de Dubois. Marcus rassembla les documents. Ton père a eu la sagesse de garder des copies de tout chez mon cabinet. Même si Dubois détruit les registres du comté, nous avons des sauvegardes qui seront valables devant un tribunal fédéral. Alors que Marcus se préparait à partir, Camille désigna la fenêtre de la clinique. Cette berline noire est de retour. La même voiture qui te suivait tout à l'heure.
Antoine réalisa qu'ils étaient au-delà de la phase de dissimulation. Dubois connaissait les droits miniers, connaissait les propriétés supplémentaires, et les traquait probablement. Demain apporterait soit une victoire complète, soit une défaite totale, selon qui pourrait agir le premier. Il y a encore une chose que ton père t'a laissée, dit Marcus, tendant à Antoine une enveloppe scellée. Il a dit de l'ouvrir seulement si Dubois forçait une confrontation directe. Je pense que nous avons atteint ce point. À l'intérieur de l'enveloppe, Antoine trouva une seule feuille de papier avec une adresse en ville et un message simple. Il est temps d'en finir là où tout a commencé. L'adresse mena Antoine à la banque de Dubois. À l'aube, il se tenait de l'autre côté de la rue de la Première Nationale avec Camille et Émile, regardant des agents fédéraux se positionner autour du bâtiment. Marcus avait travaillé toute la nuit et le procureur général de l'État avait accéléré les mandats car le cas de Dubois était lié à une enquête en cours sur la fraude bancaire rurale. Il le surveille depuis des mois, expliqua le shérif Rodriguez, les rejoignant sur le trottoir. Les preuves de ton père étaient la pièce manquante dont ils avaient besoin pour agir. La berline noire de Dubois entra dans le parking de la banque à l'heure prévue. Il en descendit avec sa confiance habituelle, mais la journée semblait différente. À l'intérieur de la banque, Dubois était assis derrière son bureau comme s'il possédait le monde. « Je suis content que tu aies retrouvé la raison, Antoine. 200 000, c'est généreux pour un terrain qui sera mien quoi qu'il arrive. En fait, Vernon, je t'ai apporté quelque chose. » Antoine posa un épais dossier sur le bureau de Dubois. « Chaque transaction illégale que tu as faite depuis 3 ans, enregistrement de conversation, documents falsifiés, pot de vin de société de développement. » La confiance de Dubois s'effrita alors qu'il parcourait les preuves, mais il se remit rapidement. « Tout ça est falsifié. Fabrication d'amateurs. » Il tendit la main vers son téléphone. « J'ai des amis dans la capitale de l'État qui prouveront que ces documents sont faux. Vas-y, appelle-les. » Dubois composa un numéro, sa voix devenant plus forte en parlant. « C'est Vernon Dubois. J'ai besoin du bureau du sénateur Morrison immédiatement. Un gamin essaie de me piéger avec de la paperasse bidon. » Il s'arrêta, écoutant. Puis son visage devint livide. « Qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'est pas disponible pour commentaire ?» Le shérif Rodriguez entra dans le bureau. Antoine se tendit, incertain de quel côté le shérif prendrait. Rodriguez avait toujours semblé amical avec Dubois, et la politique locale pouvait être compliquée. « Vernon Dubois, dit formellement le shérif. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, conspiration et violation des réglementations fédérales sur les prêts. » Le téléphone de Dubois tomba sur le bureau. « Rodg, tu ne peux pas être sérieux. Je suis un pilier de cette communauté. Vos amis dans la capitale de l'État sont précisément ceux qui ont ordonné votre arrestation, » répondit Rodriguez, sortant des menottes. Il se trouve qu'il n'apprécie pas d'être lié à des enquêtes pour fraude bancaire. Par les fenêtres avant de la banque, Antoine pouvait voir des agents fédéraux entrer dans le bâtiment avec des boîtes pour la collecte de preuves. Dubois tenta un dernier coup désespéré, se lançant vers le clavier de son ordinateur, mais Émile s'avança et ferma calmement l'ordinateur portable. « Ton père avait anticipé ce jour il y a 3 ans, dit calmement Émile. Il savait que tu ne t'arrêterais pas à son ranch. » Alors que Dubois était emmené menotté, il se retourna vers Antoine avec du pur venin dans la voix. « Tu penses avoir gagné quelque chose, mais il y a toujours un autre Vernon Dubois qui attend sa chance. Les gens comme toi ne gardent pas ce qu'ils ne comprennent pas. » Antoine regarda par la fenêtre tandis que Dubois était placé dans le véhicule fédéral. « Peut-être, mais maintenant je sais comment mon père pensait. » 6 mois plus tard, Antoine se tenait dans la même grange où tout avait commencé. Le ronronnement régulier de l'équipement d'extraction de gaz naturel confirma que les projections de son père avaient été conservatrices. Le ranch n'était pas seulement libre de dettes, mais générait plus de revenus que 4 générations d'élevage bovin combiné. Rusty dormait paisiblement à l'endroit exact où il avait autrefois creusé frénétiquement, comme s'il savait que sa mission était terminée. Camille rejoignit Antoine à la fenêtre, regardant le coucher du soleil sur des terres qui comprenaient maintenant 5 parcelles reliées. « Ils ont dit que ton père t'avait laissé juste des dettes, » dit-elle doucement. Antoine sourit, passant sa main le long des planchers qui avaient caché son héritage. Il se trompait sur beaucoup de choses.